parce que, comme vous le savez, la Guinée est en train de décoller sur le plan touristique et il y a énormément d'hôtels et de restaurants qui sont en train de s'ouvrir en Guinée et nous avons un sérieux besoin en fourniture de matériel pour la restauration et pour l'hôtellerie. Dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Global IT Service Guinée conforte son partenariat avec Micronic, le géant marocain de distribution de la marque Dell. Dans le secteur industriel, un accord est obtenu pour la relance des activités de l'usine de textile de Sanoya. Le forum a aussi permis de faire le point sur les 24 conventions signées à Conakry lors de la visite du roi chérifien au mois de mars dernier. Les organisateurs tablaient sur 200 participants. On en a un peu plus de 500. Dont 350 entreprises marocaines. Également la qualité des interventions, l'engagement des autorités marocaines à accompagner la Guinée et à la clé un certain nombre de conventions. Je viens à peine d'assister à la signature de 2 conventions par lesquelles des investisseurs marocains souhaitent venir mettre en valeur des ressources guinéennes, le miel, les fruits et ainsi de suite, le beurre de karité. Donc c'est, à mon sens, et pour le moment, une réussite. Le Forum économique Guinée-Maroc de Casablanca avait pour thème Cap Guinée, une économie à construire, des opportunités à saisir. La Guinée a ses amis, même pendant les moments d'épreuve. Le ministre de la Justice guinéenne a donc un nouvel élan pour être plus proche du citoyen. Le ministre de la Justice a rencontré la presse nationale pour expliquer les nouveaux défis qui assaillent les professionnels du droit. Entre autres sujets à l'ordre du jour, les mouvements d'affectation, la promotion des magistrats et le dossier Rebanet, le compte-rendu de Thierno Younous Saba. Dans les juridictions, l'heure est au préparatif pour la rentrée judiciaire. Les magistrats reprennent le chemin des cours et tribunaux après un mois de congé. Le mois d'août dernier était consacré à leur temps de repos. Le ministre de la Justice échange avec la presse nationale sur les enjeux de la prochaine rentrée solennelle en Guinée. La rentrée judiciaire est couronnée par divers discours. Un magistrat est choisi qui fait un discours sur un thème défini à l'avance. Et ensuite, le premier président de la Cour suprême fait un discours. Le bâtonnier fait un discours. Cette rentrée judiciaire coïncide avec un imminent mouvement des magistrats, annonce le garde des Sceaux. Le ministre Sako explique l'expression mouvement par les critères d'affectation et de promotion des magistrats qui profilent à l'horizon. Les magistrats étaient considérés comme un fonctionnaire lambda. Ils étaient affectés ou mutés un peu de façon discrétionnaire par l'exécutif, par le garde des Sceaux, voire par le président de la République, et on a essayé d'arrêter tout ça. Parce que quand on veut construire un état de droit, il faut commencer par là. Autrement dit, ce n'est plus le président de la République, ce n'est même plus moi, de façon automatique, qui va, parce qu'un soir je me suis mal réveillé, prendre un arrêté ou proposer un texte au président qui prendra un décret pour enlever un magistrat. Ça, c'est fini maintenant. Tout mouvement de magistrat va supposer un certain nombre de conditions qu'on appelle critères dans le jargon. Dans les débats, de nombreuses questions liées à l'amélioration de la gouvernance judiciaire ont été abordées, notamment l'affaire Rebanet en instruction. Le grand chantier du ministre Sako. Le centre de santé mère et enfants de Koronti rouvre ses portes. Au démarrage hier du centre, il y avait le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On se rappelle que ce centre est un don de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Sa réouverture soulage la population, comme l'explique Mamadou Saliouba. Bintou Silla, en état de famille avancée, est la première patiente à être reçue dans ce centre. Derrière elle, attendent d'autres venus recevoir les premiers soins offerts ici. Le centre de santé mère et enfants de Koronti est l'œuvre de l'ex-ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner pour la population guinéenne. Aujourd'hui, c'est fait et c'est un grand jour pour les femmes de Koronti. C'est un grand jour pour le service médical qui sera rendu ici, pour les médecins qui travaillent, pour tout le monde qui s'est sacrifié pendant 3 ans pour construire cet bâtiment qui n'est pas mauvais, qui est pas mal, et puis maintenant pour le faire fonctionner. On le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous.
nous sommes vraiment contentes. Ce centre dispose de plusieurs services, dont une pédiatrie, un laboratoire, une salle de consultation prénatale, le tout dans un édifice moderne. Pour ce début d'activité, le centre fonctionne avec un minimum d'équipements. Les équipements ils seront mis à disposition au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui c'est le lancement officiel. Dans les jours à venir ou les mois à venir, nous allons, selon les besoins, équiper le centre. Ce centre va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile par l'amélioration de la santé reproductive, la consultation prénatale, le suivi des nourrissons au cours des premières heures de vie dans l'un des quartiers les plus populaires de Conakry. De l'autre côté, cette fois dans la banlieue à Taouya, les travaux de rénovation du centre de formation sociale appliquée Jean-Paul II n'avancent pas selon le rythme souhaité. Les travaux débutés en 2012 traînent. Le ministère de l'Action sociale se rapproche du chantier et exige le respect du délai. Mohamed de Camara. La rénovation du Centre national de formation sociale appliquée de Jean-Paul II n'avance pas au rythme souhaité par les autorités du département de l'action sociale. Depuis 2012, un financement de 5 milliards de francs guinéens a été obtenu par les autorités du centre, ce qui explique le déplacement de la ministre de l'action sociale pour demander la finition des travaux dans un bref délai, un motif de satisfaction pour le responsable de Jean-Paul II. Je suis très ravie, très contente parce que ça va nous permettre, surtout l'entreprise, de multiplier les efforts pour rendre dans sous peu de temps ce centre. C'est ce que les cadres, les travailleurs et même le ministère souhaiteraient aujourd'hui. À quelques encablures de là se trouve la cité Solidarité récemment déguerpie. Ici, la ministre est venue prendre langue avec l'administration pour la bonne marche de la cité. Cette double visite de la ministre de l'Action sociale se situe dans le cadre de la relance des activités de ses services. Nous avons convié tous les entrepreneurs qui travaillent avec le département la semaine passée à un entretien. Et nous avons dit nos exigences et nous avons fait le constat sur le terrain. L'entrepreneur a promis de rectifier les tirs. Et je suis très contente dans la mesure où ceux qui vivaient ici ne vivaient pas dans les meilleures conditions. Ça, c'était d'abord un premier souci. Et avec le mois d'août et le mois de septembre, la pluie battante, ils étaient exposés à la pluie dans la saleté, dans l'insalubrité, qui peut probablement provoquer des maladies, qui étaient des risques aussi pour la population environnante. Avant de quitter la cité de Solidarité, la ministre a visité le chantier qui va abriter les centres d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées. Je l'ai annoncé, il est là, le ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, monsieur le ministre, vous venez de donner les résultats provisoires du recensement biométrique. Vous avez découvert un grand nombre de fictifs. Quel commentaire vous faites de ces résultats provisoires? Merci bien, monsieur Yamoussa Sidibé. À l'entame de ma communication, je voudrais tout d'abord remercier monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour tout le soutien et surtout la liberté d'action qui a été la mienne pour conduire cette importante opération. Je remercie également notre partenaire stratégique, la Banque mondiale, dont le soutien technique et financier a été déterminant. Et je ne vais pas oublier non plus de remercier nos collègues, monsieur le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, monsieur le ministre délégué au budget et tous leurs cadres pour l'esprit de collaboration, n'est-ce pas, qui a aidé à la réussite de cette opération. Et le dernier remerciement va s'adresser au mouvement syndical dont l'accompagnement a été très très salutaire durant tout le processus. Monsieur le ministre, vous vous attendez à ce grand nombre de fictifs? Oui, bon, pour le moment, il est prématuré de parler de fictifs, monsieur Yamoussa. Parlons de non-enrôlés d'abord, parce que pour un effectif prévisionnel de 101 659 fonctionnaires qui sont payés effectivement dans le fichier solde, nous avons pu recenser aujourd'hui 90 570 fonctionnaires, soit un écart de 11 089 fonctionnaires non encore enrôlés. Je dis non encore enrôlés,
c'est provisoire parce qu'il y a des fonctionnaires qui, pour des raisons ou pour une autre ou d'autres, qui ne sont pas encore recensés. Mais cet écart-là peut expliquer, ces absents-là peuvent expliquer cet écart? Oui, pas dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure, cet écart pourrait expliquer un peu, pourrait s'expliquer un peu par le fait qu'il y a encore une marge de fonctionnaires non encore enrôlés. Et cela, ça nous coûte la bagatelle de 245 milliards de nos francs par an. Alors, nous attendons, puisque le recensement complémentaire est programmé pour du 1er au 15 octobre, nous allons finaliser, nous allons mettre en œuvre les mesures d'accompagnement, les mesures de consolidation des résultats pour donner les résultats définitifs. Déjà, quelles sont ces mesures déjà? La première de ces mesures, c'est d'abord le croisement de deux fichiers. Nous avons un fichier qui est le fichier de la Caisse de sécurité sociale. Il y a également le nouveau fichier biométrique de la fonction publique. Le croisement a commencé. Alors, la Caisse de sécurité sociale a dans sa base de données 17 000 travailleurs qui sont immatriculés, qui sont recensés de façon biométrique. On a pris un échantillon de 600 travailleurs et il y a eu le croisement avec le nouveau fichier. Nous avons trouvé 254 fonctionnaires qui émergent effectivement dans la plupart des sociétés de la place, les banques et autres grandes sociétés de la place. Et cela aussi pour une bagatelle de 3 milliards de francs par an. Ce qui veut dire qu'au mois de septembre là, nous allons faire économiser par l'État 260 millions de nos francs. Et pour un an, ça va faire 3 milliards. Bien que pour les 254 qui émergent dans le privé. C'est-à-dire que c'est incompatible. Ceux qui émargent à la fonction publique ne peuvent plus travailler... C'est un délit, c'est un délit. Et la deuxième mesure également, c'est un peu la consignation des salaires pour le compte du mois de septembre. Ça veut dire que tous les fonctionnaires non encore recensés, non encore enrôlés, vont voir leur salaire consigné au mois de septembre jusqu'à ce qu'ils passent devant la commission de validation pour être recensés. Parce qu'il faut voir clair maintenant, dans les 11 000 restants là, qui est vraiment fonctionnaire, qui est là et qui n'est pas là. Et pourquoi ils ne sont pas là? Comment vous expliquez cela? La plupart, c'est des abandons de poste. Le profit de ceux qui ne sont pas là, de ceux qui sont c'est peut-être des abandons de poste. C'est des gens qui sont décédés. C'est des gens qui devaient être également mis en détachement, qui ne le sont pas. Donc, il y a tous les cas de figure. Il y a des doublons. Bon, la troisième mesure de consolidation, c'est le dévirement des salaires de l'ensemble des fonctionnaires. 70% de nos fonctionnaires ont leur salaire domicilié dans les banques. Et la plupart des fonctionnaires qui travaillent à l'étranger, ils sont venus se faire recenser. Alors, ils ont ouvert des comptes alimentés par ces salaires-là. Alors, pour le moment, nous n'avons d'autre moyen que de dévirer ces salaires pour une période de 3 mois, et cela en accord avec l'association professionnelle des banques, pour que un contrôle systématique permanent soit instauré, et à l'occasion de la distribution des cartes professionnelles biométriques, alors nous allons déceler très certainement d'autres fictifs. Alors, monsieur le ministre, vous êtes à mi-parcours de cette opération. Quel commentaire vous pouvez faire pour le moment? Non, plutôt que de commentaires, je voudrais lancer un message à l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux-là qui ne sont pas encore recensés, pour leur dire que s'ils sont réguliers, ils seront effectivement recensés du 1er au 15 octobre. Et que tous les autres fonctionnaires qui travaillent dans le secteur privé ou qui sont à l'étranger, s'il est loisible pour eux encore, le statut des fonctionnaires leur permet de demander leur mise en disponibilité pour 2 ans, 3 ans renouvelables, et
ça leur permet d'être couverts et de rester dans le fichier comme comptant parmi les effectifs. Mais s'ils persistent à rester dans cette double position, alors ils s'exposeront à la rigueur de la loi. À la rigueur de la loi. Monsieur le ministre, merci pour ces précisions. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur. Projet de recrutement de jeunes pour la lutte contre la fièvre Ebola. 2100 jeunes sont concernés. Ils seront déployés dans les différentes communes de Conakry pour une campagne de sensibilisation. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui est financée par l'UNICEF et d'autres partenaires techniques. Alia Kamara, commentaire. C'est le 20 septembre que la commission préparatoire propose pour le déploiement de 2100 jeunes. Ils seront sélectionnés dans les 128 quartiers de Conakry, suivant des critères bien définis, notamment le savoir lire et écrire. L'opération s'inscrit dans la sensibilisation contre la fièvre Ebola et va coûter plus de 400 millions de francs guinéens, un soutien des partenaires. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, nous sommes à notre première réunion. Et on est en train de développer une stratégie nationale pour l'harmonisation des interventions et l'implication de la jeunesse guinéenne. La démarche du ministère est de mettre la jeunesse au cœur de la lutte contre Ebola. Les jeunes seront d'abord formés avant déploiement. Leur rôle est de convaincre les citoyens à travers un porte-à-porte. Le président de la République a demandé un sursaut national et a demandé à ce que toutes les couches sociales s'impliquent dans la lutte contre la maladie Ebola. Et donc aujourd'hui, nous venons de faire une réunion avec les partenaires qui luttent contre cette maladie pour le déploiement de 2100 jeunes sur le terrain en vue de la sensibilisation, de l'information. Comment est-ce que les ménages peuvent se protéger contre cette maladie? Dans les rues de Conakry, le projet séduit. Beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés donneraient tout pour participer à ce programme. Les jeunes doivent s'impliquer honnêtement. Parce que nous, on a lancé les mêmes problèmes en forêt pourvu que les jeunes s'impliquent. Parce qu'on a reçu beaucoup de messages soi-disant que l'Ebola c'est politique. Donc il est vraiment nécessaire que les jeunes s'impliquent afin d'éradier ce fléau. Mais pour prendre part à ce programme, en plus de savoir lire et écrire, il faut également savoir communiquer et appartenir à une organisation de jeunesse. Voilà les 3 critères. Le ministre des Affaires étrangères rentre d'Addis Abeba au terme des travaux de la réunion de l'Union africaine sur la fièvre hémorragique Ebola et ses implications sur les pays affectés. Au cours de cette rencontre, le ministre Lansana Fall a expliqué les stratégies mises en place par la Guinée pour faire face à cette maladie. On l'écoute. Aujourd'hui encore, malgré nos propres difficultés à faire face à l'épidémie, l'expérience acquise par nos services de santé dans la gestion de la fièvre Ebola a été capitalisée et mise à la disposition de nos frères du Libéria et de la Sierra Leone, 2 pays fragilisés par les conséquences d'une longue guerre civile. Je voudrais lancer un appel à tous les États africains pour qu'ensemble, dans cette difficile épreuve, nous manifestions plus d'empathie pour venir à bout de cette pandémie qui constitue une menace à la sécurité du continent. Avec l'apparition de cette épidémie à virus Ebola et les mesures protectionnistes prises par les États africains, sommes-nous en droit de croire que le rêve de 2013-63 pourra se réaliser? N'est-il pas inquiétant de constater que face à une première grande épreuve, nos États se referment sur eux-mêmes, abandonnant ainsi d'autres frères en difficulté? Plus de 50 années après la création de nos organisations, est-il acceptable que l'Afrique ne dispose pas d'un seul laboratoire de recherche susceptible de prendre en charge les multiples challenges auxquels elle est confrontée et qu'à la moindre alerte, il faille se tourner vers l'extérieur du continent? Un nouveau siège pour l'Assemblée nationale, c'est un projet qui devrait être réalisé par la coopération chinoise sur le plateau de Koloma. La commission de suivi de la négociation avec le partenaire chinois s'est entretenue avec l'ambassadeur de Chine en Guinée, l'ambassadeur qui rassure de l'arrivée très prochaine à Conakry d'experts chinois pour ce nouveau chantier. François Lama, commentaire. L'Assemblée nationale, jusque-là logée dans les locaux du Palais du Peuple, cherche à se doter d'un siège approprié. La coopération chinoise est à la tête de liste des partenaires déjà contactés à cet effet. Ici, les échanges ont permis à la commission de suivi mise en place par l'Assemblée nationale d'expliquer à l'ambassadeur de Chine en Guinée les enjeux liés à ce projet. Nous voulons avoir aussi un siège digne de ce nom. Le Palais du Peuple n'est pas un lieu approprié, surtout à cause des spectacles qui très souvent nous gênent quand les commissions techniques sont en travail. Le terrain est déjà acquis, ce siège-là est à Koloma,
Nous avons 2 hectares et quelques de superficie. En réponse, l'ambassadeur de Chine en Guinée est parti de l'excellence des relations de coopération entre Conakry et Pékin pour réitérer le soutien de son pays à ce projet de construction du siège de l'Assemblée nationale guinéenne. Entre la Chine et la Guinée, nous avons une très bonne relation. Les institutions législatives jouent un rôle très important dans la vie sociale et politique. La Chine attache une grande importance à la coopération parlementaire avec la Guinée. Depuis le début de la lutte contre le virus d'Ebola, la Chine a donné des aides à votre pays. Je crois que c'est déjà 3 fois. Une mission d'experts chinois est attendue très prochainement en Conakry pour des consultations avec les autorités guinéennes en vue du démarrage des travaux d'études de faisabilité de l'édifice. Le corps enseignant est vieillissant, surtout les enseignants-chercheurs et les chercheurs. C'est un constat fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et c'est dans ce sens que la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs encourage les jeunes à être plus nombreux au concours. Francis Collier. L'accession des enseignants-chercheurs aux grades académiques passe par un recrutement fondé sur des productions scientifiques ou littéraires selon le profil des postulants. Pour l'année 2014, seulement 245 dossiers venus de 12 institutions d'enseignement supérieur et de 6 institutions de recherche scientifique ont été enregistrés. Des chiffres qui sont au-dessus des attentes, quand on sait que les enseignants de rang magistral sont presque tous avancés en âge. J'attire votre attention sur le nombre réduit de postulants au grade académique de rang magistral, à savoir 25 pour le grade de maître de conférence, maître de recherche, et 22 pour le grade de professeur directeur de recherche, soit 19%. Le nombre encore plus réduit de candidats au grade de maître assistant chargé de recherche, 16 au total, est inquiétant pour la relève. Avec la politique d'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les jeunes devraient postuler pour assurer la relève. Mais l'insuffisance des moyens financiers fait obstacle. Nous devons faire un effort énorme, un effort réel, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau du ministère, pour que nous puissions doter notre système d'enseignants de rang magistral dans tous les domaines d'enseignement. Peut-être que l'une des explications tient au coût très élevé des études pour le master et pour le doctorat. Pour passer du grade d'assistant ou attaché de recherche au grade de professeur ou de directeur de recherche, le chemin est long et les moyens sont faibles pour les jeunes. Une subvention conséquente s'avère nécessaire de la part des autorités pour régler cette question. La communauté internationale célèbre demain la journée des Nations Unies pour la coopération sud-sud. Chez nous en Guinée, cette journée est placée sous le signe de la lutte contre l'épidémie hémorragique Ebola. Cette journée a été mise à profit par le ministère de la Coopération pour une campagne d'information sur la coopération sud-sud. Haya Ramatoulaye Touré, commentaire. La Guinée, à l'instar des autres pays, célèbre cette journée dans un contexte national marqué par la riposte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. En dépit de ce contexte difficile, le gouvernement poursuit les réformes économiques, financières et sociales tout en perpétuant son engagement dans la promotion de la coopération sud-sud et triangulaire au niveau national et africain. À côté de la coopération sud-sud se développe de plus en plus le mécanisme faisant intervenir un troisième partenaire pour former la coopération triangulaire. Cette nouvelle modalité est fournie généralement par des donateurs du Nord, des institutions multilatérales ou des partenaires émergents du Sud à un partenaire du Sud pour exécuter des projets et programmes convenus d'accords partis. Concernant la coopération Sud-Sud et triangulaire à l'échelle régionale, le 20e sommet de l'Union africaine, tenu du 27 au 28 janvier 2013 à Addis Abeba, a adopté, sur proposition de la Guinée, la décision numéro 465 portant création de la coalition Sud-Sud et triangulaire en faveur de l'Afrique post-2015 et en attribuant le siège de la dite coalition à la Guinée.
Bokeh, première session du Conseil préfectoral de développement. La rencontre a passé en revue la relation entre les sociétés minières évoluant à Bokeh et les collectivités. Les participants ont aussi exploré d'autres opportunités de développement de la préfecture, comme le précise ce commentaire de Mohamed Sanko. Le nouveau code minier vise à corriger les imperfections dans le secteur vécues jusque-là par certaines collectivités du pays. Bokeh ne fait pas exception à cette règle. C'est cette situation que la première session du Conseil préfectoral de développement s'est attelée. Les textes existaient depuis, mais personne n'était informé de cela. La conséquence a été que on n'a pas pu faire valoir les bénéfices que devaient recevoir les populations de l'existence de ces textes-là. Maintenant qu'on les découvre, nous marquons un départ pour l'avenir, mais nous allons faire en sorte que ce soit les réparations à partir du moment où nous découvrons. Il s'agit désormais de faire appliquer le nouveau code minier auquel toutes les sociétés minières évoluant en Guinée doivent se soumettre. On attend surtout que le code minier soit appliqué pour que nous bénéficions de 0,4% comme les autres préfectures, Sigiring et le Kinya. Parce que c'est ce qui est la loi. Donc nous attendons que la loi soit appliquée. D'autres opportunités ont été également explorées pour améliorer les conditions de vie des populations de Bokeh. Il s'agit notamment de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Actualité africaine, la RDC, l'ancien numéro 2 des services de renseignement, a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, rébellion, détention d'armes, viol, etc. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'est le premier sujet de ce résumé de l'actualité africaine. L'ancien numéro 2 des services de renseignement congolais, Marcel Ntsuru, a été reconnu coupable de rébellion, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, assassinat, association de malfaiteurs. La Cour criminelle de Brazzaville l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité, un verdict contesté par ses avocats. Nous avons soulevé plusieurs points sur lesquels la Cour n'a même pas répondu. Alors c'est une décision, pour moi c'est une décision qui a été rédigée ailleurs et on l'a donnée aux magistrats qui sont venus la lire parce qu'ils n'ont pas répondu aux questions que nous leur avons posées. Ce colonel, ancien proche du président Sassou Nguesso, avait été arrêté en décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée en plein centre de la capitale. 59 prévenus ont été acquittés et 53 autres ont écopé de peines allant de 7 à 15 ans de travaux forcés. Un Rwandais et 3 Tanzaniens ont été reconnus coupables par la justice sud-africaine de tentative d'assassinat en juin 2010 contre l'ancien chef d'état-major rwandais et condamnés à 8 ans de prison. Selon le juge Stanley Mkari, ce complot contre cet ancien proche du président Kagame a été commandité par le Rwanda. L'ancien général Nyamwasa, qui vit depuis l'attaque avec une balle dans le dos, a déclaré avoir été la cible de 3 autres tentatives d'attentat sur le sol sud-africain où il est réfugié. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage aux 3 sœurs italiennes violées et assassinées le 7 septembre. Une messe d'adieu a été célébrée mercredi par l'archevêque de Bujumbura au sanctuaire du Mont Sion où la foule a pu partager sa douleur et son émotion. L'inhumation a eu lieu à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un suspect a été arrêté, mais l'enquête se poursuit. Le président américain a promis hier de frapper l'État islamique où qu'il soit. Barack Obama a annoncé des frappes en Syrie et l'intensification des raids en Irak, en excluant toutefois l'envoi de troupes au sol. C'est dans ce contexte que l'Amérique se souvient aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre. Déroulé sur la façade de la chaîne ABC en plein centre de New York ou s'étalant à la une des grands quotidiens américains, la stratégie de Barack Obama contre les djihadistes de l'État islamique est désormais connue et inclut officiellement la Syrie. À la veille de la date symbolique du 11 septembre, l'intervention du président sur la ligne à suivre contre ceux qui ont égorgé 2 journalistes américains avait été précédée d'une réunion du Conseil national de sécurité.
Des photos de cette réunion rappelant celles lors de l'opération contre Ben Laden ont même été diffusées pour accréditer l'idée d'une opération antiterroriste et non d'une guerre comme en Afghanistan ou en Irak. Dans un discours d'un quart d'heure, Barack Obama a rappelé le rôle de première puissance mondiale des États-Unis et réaffirmé ses capacités à combattre, affaiblir et détruire l'État islamique. J'avais dit clairement que nous pourchasserons les terroristes où qu'ils se trouvent. Cela signifie que nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'EI en Syrie comme en Irak. C'est un principe central de ma présidence. Si vous menacez l'Amérique, vous ne trouverez aucun refuge. À la recherche d'une large coalition internationale, Barack Obama bénéficie d'ores et déjà du soutien des 2/3 des Américains. Je pense qu'ils devraient être en train de bombarder la Syrie maintenant. Nous avançons en Irak, mais on devrait le faire aussi en Syrie parce que c'est là qu'ils sont basés. Absolument. Nous devons neutraliser l'État islamique. C'est une énorme menace pour le monde et la sécurité dans le monde. Le président, qui n'a donné aucune indication de calendrier pour ces frappes, a également demandé plus de moyens au Congrès pour entraîner et équiper les rebelles syriens ralliés à ce combat. Les Guinéens, où qu'ils se trouvent bien préoccupés par la lutte contre la fièvre Ebola, le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire a organisé un tournoi de football, un moment mis à profit pour sensibiliser nos compatriotes sur les défis de la riposte à Ebola. Moussa Bangoura commente. Ce coup d'envoi annonce l'ouverture du tournoi doté du nom du chef de l'État et de la riposte au virus Ebola. La compétition regroupant 8 équipes avec des noms faisant référence aux différentes régions de la Guinée. L'initiative est du Conseil des Guinéens résidents en Côte d'Ivoire. L'Ebola est une question de santé publique, donc c'est une priorité pour nous. Notre pays a été le premier à être affecté par cet Ebola. Et malheureusement, c'est une épidémie qui tend à attaquer toute la sous-région. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait lancer à cette occasion de l'indépendance de notre pays un message fort pour dire non à l'Ebola. Il faut stopper cette maladie. Il faut se mettre ensemble. Il y a un adage qui dit souvent que si la cage de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Sinon, ça va arriver chez toi aussi. Donc, nous sommes obligés d'être solidaires entre nous. Le tournoi Alpha Condé prendra fin le 5 octobre prochain. L'événement sera suivi d'un match d'intégration dénommé Alassane Ouattara. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes intégrés et nous voulons vivre en bonne intelligence avec nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette coupe va être là, dotée dans l'espoir que quelqu'un nous permettra que les jeunes aillent remettre au président de la République avec un message fort pour l'intégration africaine. Je suis heureux avec cette célébration pour montrer que le pays frère, le pays ami de Guinée se trouve effectivement en Côte d'Ivoire et qu'une forte communauté guinéenne est représentée en Côte d'Ivoire. Et quand cette communauté veut faire des manifestations, mais la commune, le maire est bien tenu d'être à côté de cette population. Le Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire veut participer à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Le respect des mesures d'hygiène sont rappelés avant le début des rencontres. Tous ensemble pour la levée de boucliers contre le virus maudit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Moussa Bangoura. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de votre attention. Demain, les infos, c'est avec Medine Magbe Konaté. Bonsoir.